Un homme a mis à genoux le XXe siècle. Pour des centaines de millions d'êtres humains, il demeure le grand chef, le stratège de l'acier, l'architecte d'une puissance qui a fait trembler la planète. Pour d'autres, et ils sont innombrables, son nom reste attaché à des années de terreur, de famines organisées et de millions de vies broyées. Les historiens, les philosophes, les moralistes ne cessent de le disséquer, et pourtant, une part de son histoire reste scellée dans les archives, enfouie dans les greniers poussiéreux de la petite ville géorgienne où tout a commencé. C'est exactement ce que nous allons faire dans cette enquête. Pas un pamphlet, pas une hagiographie, pas un conte. Une enquête. 3 énigmes. Et une série de documents que des générations entières ont préféré oublier, dissimuler, voire détruire. Les hypothèses que vous allez entendre ne sont pas des inventions de cinéastes. Elles reposent sur des registres d'état civil, des dossiers de la police secrète tsariste, des témoignages de contemporains, et plus près de nous, sur des analyses génétiques menées dans des laboratoires de pointe. Certaines conclusions sont confirmées par plusieurs sources indépendantes, d'autres ne sont que des pistes, des murmures qui courent depuis plus d'un siècle. Nous ne prétendons pas refermer le dossier. Nous prétendons simplement l'ouvrir, comme on ouvre une malle oubliée dans un sous-sol de province. Et croyez-moi, ce que l'on y trouve fait froid dans le dos. Première énigme, la date de naissance. 2 dates officielles pour un seul homme, et 2 versions des faits. Deuxième énigme, une apparence qui ne ressemble à rien de ce que l'on attend dans cette région du Caucase, et qui a alimenté pendant des décennies des chuchotements dans les ruelles de Gori. Troisième énigme, l'origine même de son nom de famille, un nom qu'il abandonnera pour en inventer un autre, chargé d'une toute autre résonance. 3 énigmes, un seul personnage, et au bout du chemin, une vérité que les manuels soviétiques ont préféré taire pendant 70 ans. Pour suivre cette enquête, il faut accepter de suspendre son jugement. Pas de conclusion hâtive, pas de jugement moral définitif. Nous ne cherchons ni à absoudre, ni à condamner. Nous cherchons à comprendre comment un gamin nommé Soso, né dans une bourgade poussiéreuse de l'Empire russe, a pu devenir l'un des hommes les plus craints et les plus puissants de l'histoire moderne. Et pourquoi, aujourd'hui encore, tant de questions restent sans réponse. Pour mener à bien ce travail, nous nous appuierons sur 3 couches de sources. La première, ce sont les registres paroissiaux, les fameuses livres métriques, où l'on inscrivait les baptêmes, les mariages, les décès avec la précision du clergé orthodoxe. La deuxième, ce sont les archives de la police secrète tsariste, l'Orana, et plus tard de la Tchéka, du GPU, du NKVD, des services qui n'ont jamais cessé de noter, de ficher, de classer. La troisième, ce sont les témoignages humains, lettres, journaux intimes, souvenirs de voisins, de condisciples, de proches. Et puis il y a la science contemporaine, la généalogie génétique, qui permet aujourd'hui de remonter le fil du temps à travers les chromosomes. Toutes ces sources seront convoquées, confrontées, soupesées. Quand elles se contredisent, nous le dirons. Quand une hypothèse ne repose sur rien de tangible, nous le dirons aussi. Quand un document semble avoir disparu dans des circonstances étranges, nous le dirons également. Voilà la règle du jeu. Première étape. Nous quittons la Russie des manuels, la steppe, les défilés militaires sur la place rouge, les cartes du monde avec l'Union soviétique peinte en rouge. Nous partons en Géorgie. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. L'Empire russe règne encore sur le Caucase, et la petite ville de Gori, chef-lieu de district dans la province de Tiflis, s'étire le long de la rivière Koura. Des ruelles pavées, des maisons basses aux toits de tuiles, des échoppes, le bruit des forgerons, le chant des coqs, l'odeur du pain chaud qui s'échappe des fours. Une ville de province où tout le monde connaît tout le monde, où les nouvelles circulent plus vite que le vent. Au coin d'une ruelle, une petite boutique de cordonnier. On y entend le martèlement régulier du marteau sur la semelle, l'odeur de cuir et de colle forte. C'est là que travaille le père, Bessarion Ivanovitch Djougashvili. Un homme maigre, le visage buriné, les mains abîmées par des années de travail.
Sa femme, Ekaterina Georgievna, s'appelle Kéké dans la famille. Elle est petite, sérieuse, travailleuse, d'une piété fervente. Leur monde est modeste, parfois misérable, mais structuré par les rythmes du calendrier orthodoxe, les fêtes, les jeûnes, les offices. Le garçon qui grandit dans cet univers s'appelle Soso, officiellement Yossif. Pour sa mère, c'est Soso, un surnom affectueux, comme on en donne dans toutes les familles géorgiennes. C'est ce Soso qui deviendra, quelques décennies plus tard, l'homme que le monde entier apprendra à connaître sous un autre nom. Le garçon joue dans les ruelles, court pieds nus sur les pavés, écoute les contes des vieilles, regarde les processions religieuses. Il est vif, turbulent, déjà marqué par 2 deuils qui ont frappé la famille avant lui. Un premier frère mort en bas âge, un deuxième également disparu dans sa première année. Sa mère, hantée par ses pertes, reporte sur lui une tendresse inquiète, presque étouffante. Elle le nourrit, le protège, prie pour lui chaque jour. Elle rêve déjà, secrètement, de le voir devenir prêtre, sortir de la misère, accéder à un destin plus grand. Tout commence donc là, dans cette petite ville, dans cette modeste boutique de cordonnier, dans cette famille où la misère, la religion, la fierté blessée et les drames personnels se mêlent déjà en une trame dont personne ne soupçonne encore l'ampleur. Mais avant de raconter l'enfance, l'école, les drames, les humiliations, il faut s'arrêter sur la première des 3 énigmes promises, la date de naissance. Car c'est par là que tout commence. Et c'est là que les ennuis commencent aussi. Car un homme qui a dirigé un pays immense, qui a modifié la carte du monde, qui a signé des décrets pesant sur des centaines de millions d'êtres humains, ne sait pas lui-même, officiellement, quand il est né. Ou plutôt, il a accepté, encouragé, laissé faire une modification de sa propre date de naissance. Et cette modification, comme vous allez le voir, n'a rien d'anodin. Elle ouvre une brèche dans laquelle toute une série d'autres mystères viendront se glisser. La prochaine étape de notre enquête nous emmène donc dans les archives. Nous allons y trouver des documents qui se contredisent, des pages arrachées, des signatures qui ne sont peut-être pas les bonnes, des dates qui apparaissent et disparaissent selon les époques et les besoins politiques. Et au bout de ce labyrinthe de paperasse, une question simple mais redoutable. Qui était vraiment Soso ? Et surtout, qui étaient vraiment ses parents ? Alors, quand est-il né, cet enfant de Gori ? La question semble simple. Un homme, une date de naissance, un acte d'état civil. Sauf que dans cette affaire, rien n'est simple. Et la première chose qui frappe, c'est que l'on se retrouve avec 2 dates officielles, 2 versions des faits, et toute une série de documents qui, au fil des années, se contredisent sans que personne ne prenne la peine de s'en expliquer. Commençons par la version que tout le monde connaît, celle que l'on a enseignée à des générations d'écoliers soviétiques, celle qui figure dans toutes les encyclopédies depuis la fin des années 20. La date officielle, c'est le 21 décembre 1879. Gori, province de Tiflis, Empire russe. C'est cette date qui est retenue pour fêter le 50e anniversaire, en décembre 1929. Les fêtes sont à la mesure du personnage. Le journal Pravda consacre des pages entières aux célébrations. Des télégrammes affluent de toutes les républiques, de toutes les régions, de toutes les villes de l'Union. On organise des meetings, des défilés, des séances académiques, des concerts, des banquets. C'est le premier grand jubilé d'un dirigeant soviétique, et il est soigneusement mis en scène, comme une répétition générale du culte de la personnalité qui s'installera dans les années suivantes. Tout le pays célèbre l'événement. Et pourtant, dès cette époque, des voix s'élèvent, des murmures circulent, des documents ressurgissent. Car il y a une autre date. Une date antérieure d'1 an presque jour pour jour. Et celle-là, curieusement, ne provient pas de sources hostiles, de pamphlets émigrés, de propagande étrangère. Elle sort des archives officielles russes, celles de l'Église orthodoxe, celles de la police tsariste, celles de l'administration impériale. Au début des années 90, après la chute de l'URSS, des chercheurs ont accès aux fonds qui étaient jusqu'alors interdits de consultation. Et dans les registres métriques de la cathédrale de la Dormition de Gori,
conservé dans les archives du district, il découvre une inscription qui change tout. Le texte est rédigé de la main d'un prêtre, signé, scellé du sceau paroissial. Il stipule que le 6 décembre 1878 est né, dans la ville de Gori, province de Tiflis, d'un père nommé Bissarion Ivanovitch Djougashvili et d'une mère nommée Ekaterina Georgievna, un garçon à qui l'on a donné le prénom d'Iossif. Le baptême est célébré le 17 décembre 1878, soit 11 jours après la naissance. Compte tenu du décalage entre le calendrier julien, alors en usage dans l'Empire russe, et le calendrier grégorien, soit 12 jours d'écart, on obtient le 18 décembre 1878 dans le calendrier moderne. Presque une année entière sépare donc cette date de la date officielle de 1879. Et ce n'est pas un document isolé. Plusieurs autres pièces d'archives confirment cette date de 1878. Le certificat de fin d'études de l'école ecclésiastique de Gori, délivré en juin 1874, mentionne le 6 décembre 1878 comme date de naissance. L'élève a d'ailleurs obtenu d'excellentes notes, et le document est signé du directeur de l'établissement. Les archives de la police secrète tsariste, l'Orana, qui a longtemps surveillé les révolutionnaires, font également apparaître la même date dans plusieurs dossiers. Une fiche de notification du département de la gendarmerie de la province de Saint-Pétersbourg, datée de 1911, indique sans ambiguïté qu'Iossif Djougashvili est né en 1878. Et il y a surtout un document particulièrement frappant, une fiche d'enquête remplie de sa propre main en décembre 1920 pour un quotidien suédois qui l'interviewait. À la question « année de naissance », il a écrit lui-même de son écriture un seul chiffre, 1878. C'est une pièce capitale, parce qu'elle est contemporaine, parce qu'elle est autographe, et parce qu'elle émane directement de l'intéressé, à une époque où il n'a aucune raison de falsifier un détail aussi intime. Comment, dès lors, expliquer le glissement progressif vers 1879 ? Le basculement s'opère discrètement au début des années 20. Dans certaines fiches administratives, dans certains questionnaires destinés au congrès du parti, on commence à lire 1879. Mais, détail révélateur, ces fiches ne sont souvent pas remplies par l'intéressé lui-même. Ce sont ses secrétaires, ses adjoints, les services d'enregistrement qui s'en chargent. Parfois, on ne trouve même pas une signature, mais une simple reproduction mécanique du paraphe, ce qu'on appelle une fac-similé. Or, c'est précisément dans ces documents-là que la nouvelle date apparaît. À partir du milieu des années 20, la date de 1878 disparaît peu à peu des sources biographiques officielles. Les dictionnaires, les encyclopédies, les brochures de propagande, les manuels scolaires adoptent désormais le 21 décembre 1879. Et le grand jubilé de 1929 célèbre donc en réalité un homme qui, selon ses propres papiers et ceux de l'Église et de la police, aurait dû avoir 1 an de plus. Curieusement, le principal intéressé n'a jamais fourni d'explication publique à ce changement. Pas de lettres, pas de discours, pas d'entretien. Rien. Un silence total, comme si la question ne méritait pas d'être posée. Alors, faute de réponse officielle, 4 hypothèses ont été avancées par les historiens. La première est l'hypothèse conspirative. Les révolutionnaires professionnels, obligés de vivre dans la clandestinité sous l'Empire tsariste, modifiaient fréquemment leurs papiers. Nom, prénom, date de naissance, adresse, tout était sujet à caution. Dans les seuls dossiers de l'Orana, on trouve pour le même homme des années de naissance variant entre 1878, 1879 et même 1880. C'est dire l'ampleur de la manipulation. Mais cette explication a un point faible. Le changement de date ne s'est pas produit pendant la clandestinité. Il s'est produit après la prise du pouvoir, à une époque où la nécessité de se cacher n'existait plus. Pourquoi brouiller les pistes quand on n'a plus rien à craindre de la police tsariste ? La deuxième hypothèse est d'ordre mystique. Au même moment, un autre étudiant de la région, le futur philosophe et mystique Georges Gurdjieff, fréquente la même ville. Selon certains, Gurdjieff
passionné d'astrologie et de sciences occultes, aurait pu conseiller à son condisciple de modifier sa date de naissance, pour des raisons liées au destin. Des astrologues ont comparé les deux dates. Selon eux, en 1878, le thème astral serait celui d'un homme ordinaire, marqué par les luttes mais sans destinée hors du commun. En 1879, en revanche, le thème change radicalement. Il deviendrait celui d'un chef, d'un homme appelé à exercer un pouvoir considérable. Mais, là encore, aucun document ne vient étayer cette piste. Pas de lettres, pas de témoignages, pas de souvenirs personnels qui confirmeraient une quelconque proximité entre les deux hommes à cette époque. La troisième hypothèse est à la fois personnelle et politique. Au moment de la Révolution, l'intéressé approche la quarantaine. Il rencontre, en 1917, une jeune femme de 16 ans, Nadejda Alilouyeva. Le mariage est célébré en 1919. Si l'on s'en tient à la date authentique de 1878, il a environ 41 ans et elle, 18. L'écart est de 23 ans. Si l'on adopte la date officielle de 1879, l'écart tombe à 21 ans. Un écart déjà conséquent, mais un peu moins choquant pour les mœurs de l'époque. Le calcul politique entre également en ligne de compte. À la même période, un rival de premier plan, Léon Trotsky, est né le 7 novembre 1879. En vieillissant officiellement d'1 an, le futur chef devenait, ne serait-ce que de quelques mois, plus jeune que son adversaire. Dans une lutte de pouvoir où chaque détail compte, ce n'était pas négligeable. Mais cette explication, elle aussi, a ses limites. Dans les conflits politiques de cette époque, l'âge respectif des dirigeants n'a jamais été un argument déterminant. La quatrième et dernière hypothèse est la plus spéculative. Elle suggère que l'année 1878 aurait été marquée par un événement que l'on aurait préféré tenir secret, peut-être en lien avec des affaires de famille délicates que nous aborderons plus tard. Aucune preuve formelle ne vient la confirmer, mais elle a le mérite de poser la question sans la refermer. Au bout du compte, aucune de ces 4 versions n'est satisfaisante à elle seule. La vérité se cache probablement dans une combinaison de ces facteurs. Nécessité de brouiller les pistes, souci de l'image, manipulation politique et, peut-être, protection d'un secret plus intime. Toujours est-il que la date de naissance a bel et bien été modifiée de manière consciente, avec la complicité active ou passive de l'intéressé. Et c'est précisément cette falsification qui ouvre la porte à toutes les autres questions. Car si un homme accepte de mentir sur sa propre naissance, que cache-t-il d'autre ? La prochaine étape de notre enquête nous entraîne vers un terrain encore plus intime, celui de la famille, de la mère, du père, des oncles et des tantes, des voisins de Gori. C'est là, dans cette petite ville du Caucase, que se cache peut-être la clé de la véritable énigme. Pour comprendre qui était vraiment Soso, il faut maintenant quitter les archives et entrer dans la chair du récit. Direction Gori, à la fin du XIXe siècle. Une petite ville de province posée sur les rives de la Koura, chef-lieu de district dans la province de Tiflis, à l'extrême sud de l'Empire russe. Des ruelles pavées, des maisons basses en pierre aux toits de tuiles rouges, des balcons en bois sculptés, des cours intérieures où sèchent les fruits, des jardins discrets derrière de hauts murs. Le matin, l'odeur du pain chaud s'échappe des fours, mêlée à celle des fleurs du sud et de la poussière soulevée par les charrettes. Tout le monde se connaît. Les nouvelles circulent plus vite que le vent. Les réputations se construisent et se défont sur un murmure, un regard, un détail vestimentaire. Une ville où il est difficile de garder un secret, mais où parfois les apparences sauvent. Pour entrer dans l'histoire de cette famille, il faut d'abord parler du père, Bissarion Ivanovitch Djougachvili. L'homme vient du village de Didililo, dans les environs de Tiflis. Sa famille est d'origine modeste, très modeste. Ses ancêtres étaient serfs, attachés à la terre du prince Machabeli, un noble géorgien dont le nom revient dans plusieurs vieilles chroniques locales. Le grand-père de Bissarion, un certain Zaza, a participé à des jacqueries paysannes, a été arrêté 2 fois et s'est évadé 2 fois. Un homme entier dans sa révolte,
entier dans sa misère. La libération des serfs, en 1861, a apporté une liberté formelle, mais pas la richesse. Le père de Bissarion, Vanneau, s'est reconverti dans la viticulture. Un travail épuisant, un sol ingrat, un revenu maigre. Le frère aîné de Bissarion, Gueorgui, s'en est tiré un peu mieux en ouvrant une taverne sur la route du village de Manglissi, un lieu de passage où la noblesse géorgienne aimait s'arrêter. C'est là que Bissarion a appris le métier de cordonnier. Le garçon n'avait pas la patience du vignoble, ni le sens du commerce de son frère. En revanche, il avait des mains habiles, un certain goût pour le travail bien fait. Dans les années 70, il quitte son village et part pour Gori, espérant y trouver une vie meilleure. On lui donne vite un surnom, Bessa, une forme familière de Bissarion, que la ville entière finit par adopter. Et c'est dans cette petite ville qu'il rencontre la femme qui va bouleverser sa vie. Elle s'appelle Ekaterina Georgievna Geladze. Dans la famille, on l'appelle Kéké. Elle est née vers 1858. Son père, Glak Geladze, était jardinier dans le village de Gambariouli, une banlieue de Gori, lui aussi d'ancien serf. Sa mère, Melania, s'est retrouvée veuve de bonne heure, avec 3 enfants sur les bras. Elle s'est installée chez son frère, Piotr Kamiziragvili, à Gori. Et c'est là qu'elle est morte à son tour, laissant les enfants orphelins. Kéké a donc été élevée par son oncle Piotr, un homme pieux, travailleur, respecté. Contrairement à beaucoup de jeunes filles de conditions modestes, elle a appris à lire et à écrire en géorgien, ce qui était rare à l'époque pour les enfants de paysans. C'était une enfant sérieuse, presque grave, travailleuse, profondément religieuse. Le mariage est célébré en 1876. Elle a environ 18 ans, lui environ 26. L'écart est important. Très vite, les épreuves s'accumulent. Le premier enfant, Mikhaïl, meurt en bas âge. Le deuxième, Gueorgui, ne dépasse pas non plus sa première année. Ces 2 deuils frappent la jeune mère de manière terrible. Elle se réfugie dans la prière, multiplie les cierges, les neuvaines, les pèlerinages locaux. Le 6 décembre 1878, un 3e enfant vient au monde, un garçon que l'on prénommera Yossif, en l'honneur de Saint Joseph, le fiancé de la Vierge. À la maison, on l'appelle Soso, une tendresse, un diminutif, comme tous les enfants géorgiens. Le 17 décembre 1878, on le baptise à la cathédrale de la Dormition de Gori. La cérémonie est simple, presque banale, mais Ekaterina y met toute l'émotion dont elle est capable. Elle nourrit son enfant au sein jusqu'à l'âge de 3 ans, bien plus longtemps que d'usage, comme si elle voulait rattraper le temps perdu avec les 2 premiers. La famille s'installe tant bien que mal. Bissarion a ouvert sa boutique de cordonnier, et Katerina fait des ménages, des lessives, des travaux de couture dans les maisons bourgeoises de la ville. C'est une vie dure, mais pas exceptionnelle pour l'époque. Jusqu'au jour où Bissarion commence à boire. Les causes sont multiples. L'arrivée de fabriques de chaussures dans la région fait chuter les prix, les clients se font rares, les revenus diminuent. L'orgueil de l'homme en souffre. Il se met à fréquenter les tavernes, rentre tard, parfois ivre-mort. Le surnom de Bessa prend une autre résonance. On commence à murmurer dans le quartier. Bessa le fou. Les scènes de violence deviennent répétées. Il bat sa femme, il bat son fils. Les voisins entendent les cris, les pleurs, mais personne n'intervient. C'est une affaire de famille, et dans la Géorgie traditionnelle, un homme a le droit de corriger les siens. Ekaterina s'interpose, fait écran de son corps, protège Soso de son mieux. La chute sociale s'accélère. La boutique est vendue, l'argent bu. Bissarion finit par accepter un emploi d'ouvrier dans une fabrique de chaussures à Tiflis, la fabrique Adelkanov. Il rentre à Gori de temps en temps, toujours ivre, pour des scènes de plus en plus violentes. Ekaterina se retrouve seule avec son fils, lavant les sols, frottant le linge, reprisant les vêtements des familles aisées du voisinage. Elle économise sou par sou, accepte des travaux supplémentaires, parfois au prix de sa santé. Son grand rêve, c'est de sortir son fils de cette misère, lui donner de l'instruction, le faire entrer dans les ordres. Elle veut qu'il devienne prêtre.
C'est une ambition folle pour une femme de sa condition, mais elle s'y accroche comme à une planche de salut. Au milieu de ce quotidien éprouvant, 2 événements vont marquer le garçon à vie. Le premier se déroule en janvier 1885. C'est le grand jour de la fête du baptême du Christ, au bord de la Koura. Des foules immenses, des processions, des chants, un chœur de garçons dans lequel chante le petit Soso. Soudain, un fiacre, dont le conducteur a perdu le contrôle, dévale la pente depuis la colline. Le timon frappe l'enfant à la joue, les roues lui passent sur les jambes. Il perd connaissance, du sang coule de partout. Les témoins se précipitent, on le transporte chez lui. Les médecins de l'époque sont rares, mal outillés. C'est une famille voisine qui pratique les premiers soins. Le petit reste alité 2 longues semaines, entre la vie et la mort. Il s'en tire, mais garde des traces. La seconde blessure est plus mystérieuse. Les versions diffèrent selon les témoins. Certains parlent d'une bagarre avec d'autres enfants, d'autres d'une chute de traîneau, d'autres encore d'un accident de balançoire. Toujours est-il que le bras gauche est touché. Sans chirurgien compétent, sans antiseptique, la plaie s'infecte, la fièvre monte, on craint la septicémie. Une guérisseuse du village applique des onguents à base de plantes, des pansements improvisés. Le garçon survit, mais le bras gauche reste définitivement endommagé. Il ne se déplie plus complètement au coude, il est plus court que le droit. Cette infirmité aura des conséquences tout au long de sa vie. Elle l'empêchera d'être mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, et beaucoup plus tard, elle explique cette habitude devenue célèbre, la pipe toujours tenue dans la main gauche sur les photographies officielles. Un geste qui n'était pas seulement une pose, mais un moyen discret de dissimuler le défaut. La question de l'instruction devient centrale. En 1888, Soso entre à l'école ecclésiastique de Gori. Les enfants de familles pauvres y sont acceptés à contre-cœur. L'enseignement est en russe, langue que Soso ne maîtrise pas, lui qui ne parle que géorgien. L'école propose des classes préparatoires, normalement 2 à 3 ans. Le garçon est si brillant qu'il boucle le programme en 1 an et intègre directement la 2e classe préparatoire, puis la 1re classe principale en 1890. L'établissement lui attribue une bourse de 3 roubles par mois. Ekaterina est autorisée à gagner jusqu'à 10 roubles par mois en effectuant divers travaux pour les enseignants et l'école. Le revenu total de la famille atteint donc 13 roubles, une somme qui paraît misérable aujourd'hui, mais qui permet de survivre. À l'école, Soso se distingue par sa mémoire stupéfiante, ses notes excellentes et surtout par sa voix de chanteur, qui lui vaut une place de choix dans le chœur de l'église. C'est un élève brillant, mais déjà marqué par les humiliations, les moqueries, la honte de la maison paternelle. L'épreuve la plus violente survient en 1892 ou 1893. Bissarion, ivre comme à son habitude, fait irruption dans l'école, saisit son fils par le bras et l'emmène de force à Tiflis. Il l'enferme dans une pièce de la fabrique Adelkanov et lui ordonne de limer des semelles, de devenir cordonnier, comme lui. Ekaterina se démène comme une lionne. Elle alerte Yakob Egniatashvili, un notable de Gori qui protège la famille. Elle saisit le directeur de l'école, un certain Beliaev. Elle mobilise plusieurs prêtres. Le directeur écrit au propriétaire de la fabrique. Des ecclésiastiques se rendent à Tiflis. Les autorités de l'exarchat de Géorgie proposent une solution intermédiaire. Laisser le garçon à Tiflis, l'inscrire dans la chorale de l'exarque, lui assurer un revenu et la poursuite de ses études. Ekaterina refuse. Elle ne veut pas laisser son fils à proximité de son père. Elle exige qu'on le lui rende. On cède. Le garçon revient à Gori. Bissarion, fou de rage, rompt tout lien avec sa famille. Il s'installe à Tiflis, ne donne plus de nouvelles, n'envoie plus d'argent, ne s'intéresse plus à son fils. Il mourra en 1909 à Tiflis, d'une cirrhose du foie, sans s'être jamais réconcilié. En juin 1894, Soso termine l'école ecclésiastique de Gori avec d'excellentes notes. Il est recommandé pour la prestigieuse académie théologique de Tiflis,
le séminaire orthodoxe. C'est un triomphe pour Ekaterina. Son rêve se réalise. Mais déjà, dans la petite ville, on commence à remarquer un détail troublant. L'apparence du garçon ne correspond pas à celle des enfants du coin. Les Goriens typiques ont les cheveux sombres, presque noirs, les yeux bruns, la peau mate. Soso, lui, a les cheveux châtain clair, avec des reflets cuivrés, une peau très pâle, presque blanche, et de petites taches de rousseur disséminées sur le visage et les mains. Sur les photographies de classe, il tranche nettement parmi ses condisciples. Les langues vont bon train dans la ville. Certains avancent une explication. Ekaterina a travaillé dans des maisons riches, y compris chez des familles juives locales. Sa propre mère, Mélania, avait la peau claire, les yeux sombres et de grands cheveux châtains, description qui correspond à celle de la future Kéké. On chuchote, on suggère, on laisse entendre. Les enfants, eux, n'ont aucune hésitation. Ils se moquent du fils du cordonnier, lui attribuent des origines qu'il n'a pas, et lui font payer cher, chaque jour, cette différence. Et c'est ici que nous touchons à un mystère qui va bien au-delà de la simple date de naissance. Une apparence atypique, des rumeurs qui courent, un nom de famille dont l'origine est obscure, et un homme qui décide de réécrire toute sa généalogie. C'est l'objet de notre prochaine étape. L'apparence de Soso a alimenté les conversations de Gori pendant des décennies. Les cheveux châtains aux reflets cuivrés, la peau claire, les taches de rousseur. Dans une ville où tous les enfants ont la peau mate et les cheveux noirs, c'était un détail qui ne passait pas inaperçu. Les explications circulaient à voix basse, derrière les volets clos. La plus courante, celle qui a survécu le plus longtemps, est une explication purement sociale. Ekaterina a travaillé dans des maisons bourgeoises, chez des marchands, des notables, parfois des familles aisées d'origine juive. Dans une petite ville comme Gori, ces proximités étaient vues d'un mauvais œil. On murmurait que le père véritable de l'enfant n'était pas Bissarion. On ne disait pas ouvertement de qui il s'agissait, mais on laissait entendre. Les enfants, eux, n'avaient pas la même prudence. Ils se moquaient du fils du cordonnier, lui lançaient des surnoms blessants, lui reprochaient une naissance qui n'était pas la sienne. Soso grandit avec cette blessure. Très tôt, il développe un orgueil démesuré, une susceptibilité maladive, une soif de reconnaissance qui ne le quittera plus. La deuxième explication est d'ordre génétique. Certaines caractéristiques physiques apparaissent dans une famille sans qu'on sache pourquoi, par atavisme, par hasard, par des croisements lointains. Les traits de Soso pourraient venir d'ancêtres éloignés, y compris du côté de Bissarion, dont on a parfois souligné que la physionomie ne correspondait pas tout à fait au type géorgien classique. Mais l'explication la plus troublante est d'ordre générationnel. En 1926, bien des années plus tard, l'enfant devenu homme a une fille, Svetlana Alilouyeva. La petite fille hérite des mêmes particularités, des cheveux roux foncés aux reflets cuivrés, presque comme du cuivre, et des yeux clairs, bleus ou gris-vert. Elle ressemble à son père, mais aussi à sa propre mère, Nadejda Alilouyeva, qui avait elle-même cette apparence atypique, comme si la chaîne ne s'était jamais rompue. Les psychologues qui se sont penchés sur ces questions ont souligné un point important. Un enfant que l'on raille sur ses origines, à qui l'on reproche d'être différent, qui se sent humilié chaque jour dans la cour de l'école, développe souvent une détermination hors du commun. Le désir de prouver qu'il vaut mieux que ceux qui le méprisent, de montrer qu'il peut atteindre une place où personne ne pourra plus le blesser, peut devenir une obsession. Sans établir de lien de cause à effet direct, les historiens constatent simplement que Soso, enfant humilié, est devenu l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés de son siècle. À ces rumeurs locales s'ajoutent, à partir de la fin des années 30, des versions plus construites, qui se présentent comme de véritables hypothèses historiques. 3 d'entre elles méritent d'être examinées en détail. La première est la plus audacieuse, la plus romanesque aussi. Elle fait du célèbre explorateur Nikolai Mikhailovitch Przhevalski le père véritable de l'enfant. Przhevalski, le découvreur du cheval sauvage qui porte son nom, l'explorateur de l'Asie centrale, a séjourné à plusieurs reprises dans le Caucase à la fin des années 70. Des photographies de lui à l'âge mûr montrent une ressemblance frappante avec le futur chef. La même forme du visage,
la même coupe de moustache, le même regard, la même implantation des cheveux. La coïncidence est troublante. Selon cette version, l'explorateur aurait pu faire étape à Gori en 1877, 9 mois avant la naissance de Soso. Sous le régime soviétique, des pages auraient été arrachées des archives de Przewalski concernant ses déplacements à Gori. Des livres de dépenses de l'expédition contiendraient des notes relatives à des envois d'argent à la mère de l'enfant en 1880 et 1881, avant que ces versements ne cessent brutalement. Andrei Kapitsa, fils du physicien Piotr Kapitsa, prix Nobel, lui-même explorateur polaire, aurait rapporté dans ses souvenirs que son père aurait eu connaissance de ces documents et de la relation entre Przewalski et la famille Djougachvili. Dans la famille Kapitsa, on en parlait à mots couverts, jamais ouvertement, tant que le chef vivait. Pourtant, cette version ne résiste pas à un examen précis de la chronologie. Au moment de la conception, soit en février ou mars 1878, Przewalski se trouvait à des milliers de kilomètres du Caucase. Le calendrier de son expédition est connu dans ses moindres détails. Le 28 août 1877, il quitte Kuldja, en Chine. Le 4 novembre, il arrive à Gouchen. Le 27 novembre, il part pour Zaïsan, en territoire russe, afin de soigner une grave affection cutanée. En février et mars 1878, il est à Zaïsan, très loin de la Géorgie. La Libye est solide, documentée, incontestable. La version Przewalski, pour séduisante qu'elle soit, reste donc une légende, sans fondement factuel. La ressemblance physique est réelle, mais elle n'est pas une preuve. Les anecdotes sur les pages arrachées et les versements d'argent ne reposent sur aucune archive vérifiable. La deuxième version est moins connue, mais elle a connu un certain retentissement dans les cercles littéraires et journalistiques. Elle concerne un marchand juif de Gori, du nom de David Popismedov. Au début du XXe siècle, la ville comptait une quarantaine de familles juives, dont plusieurs dans le commerce, certaines assez prospères. Ekaterina, on l'a dit, travaillait dans les maisons bourgeoises, y compris dans des familles juives. Elle emmenait parfois son fils avec elle. Le petit Soso, vif, charmant, espiègle, distrayait les maîtres de maison. L'un de ses bienfaiteurs serait Popismedov. Dans des souvenirs tardifs, le vieil homme raconte : « Je lui donnais souvent de l'argent, je lui achetais des manuels, je l'aimais comme mon propre enfant. Il me le rendait bien. » En 1924, Popismedov, déjà très âgé, se rend à Moscou. Il demande audience auprès du dirigeant du pays. Les services de sécurité hésitent, filtrent, rechignent. Quand on annonce au chef de l'État qui est le visiteur, il sort lui-même à la rencontre du vieil homme, le prend dans ses bras et prononce ces mots. « Le grand-père est arrivé, mon père. » La scène, rapportée par plusieurs témoins, a alimenté pendant des décennies les rumeurs les plus folles. Les historiens, eux, proposent une lecture plus mesurée. Le mot « père », en russe comme en géorgien, peut désigner un lien d'affection, une reconnaissance de dette, une adoption symbolique. Un vieil homme qui avait aidé un enfant pauvre méritait bien cette appellation. Par ailleurs, la ressemblance physique de Soso avec son père officiel Bissarian, dont on possède quelques photographies, contredit l'idée d'une ascendance juive. Mais l'épisode, lui, est authentique. Il révèle un pan ignoré de la personnalité du futur dirigeant. Sa capacité à reconnaître publiquement, fût-ce par un mot, ceux qui l'avaient aidé dans sa misère. La troisième version, la plus subtile, est d'ordre linguistique. Le nom de famille, Djougachvili, a fait couler beaucoup d'encre. En géorgien, le suffixe chvili signifie fils de, né de. Djougachvili veut donc dire fils de Djouga. Le problème, c'est que le mot Djouga n'existe pas en géorgien. Aucune racine connue, aucun mot courant, rien. Et cela intrigue les linguistes depuis longtemps. Plusieurs hypothèses ont été avancées. La première rattache le nom au village de Djougani, en Kakhétie, dans l'est de la Géorgie. Les ancêtres y auraient vécu avant de migrer. La deuxième a été proposée par l'académicien géorgien Georgi Leonidze, directeur du musée de Tbilissi. Selon lui, en vieux géorgien, Djouga signifierait acier, ce qui aurait conduit au pseudonyme Staline. Cette étymologie est poétique, mais les spécialistes de la linguistique géorgienne ne la valident pas.
La troisième hypothèse fait venir Djouga du persan, où la racine évoquerait la flamme, le feu. Djougashvili signifierait alors fils de la flamme, fils du feu. La quatrième hypothèse, la plus intéressante pour notre enquête, est d'origine ossète. En ossète, langue iranienne parlée dans le Caucase, le mot dzouk désigne un troupeau, un attelage, plus largement un rassemblement. Les noms de famille ossètes se terminent fréquemment en ti, ev, evi. On trouve ainsi de très nombreuses familles Dzougaïev, Dzougati, en Ossétie du Nord comme en Ossétie du Sud, jusqu'à aujourd'hui. Dans le parler des Ossètes du Sud, le son dz se prononce comme diji, et le suffixe ossète, ti ou t, a pu être remplacé par le suffixe géorgien chvili au fil des décennies dans un processus d'assimilation linguistique. L'ossète dzougati serait ainsi devenu, lentement, le géorgien djougachvili. Cette piste est d'autant plus troublante qu'elle ne concerne pas un cas isolé. De nombreuses familles ossètes installées en territoire géorgien ont vu leur nom transformé de la même manière. Les Katchiev sont devenus Katchichvili, les TDF sont devenus Tedieishvili, et ainsi de suite. Ce processus, qui s'est accéléré au XIXe siècle, résultait de causes multiples, dont certaines étaient purement pratiques. Les prêtres et les scribes des villages reculés ne savaient pas toujours comment transcrire correctement un nom ossète en caractère géorgien. Il y avait aussi, parfois, une volonté consciente d'assimilation, et plus simplement la commodité quotidienne. Un nom à consonance géorgienne facilitait les rapports avec les autorités, les clients, les voisins. Au bout du compte, aucune de ces trois versions, Przewalski, Popis-Medov, l'étymologie, ne constitue une preuve formelle. Mais chacune laisse des traces, ouvre des perspectives, pose des questions qui n'avaient jamais été formulées aussi clairement. Et c'est précisément cette version ossète, la plus solidement étayée, qui nous conduit vers le cœur de notre enquête. Car derrière ce nom de famille, derrière ces racines linguistiques, c'est toute une lignée, toute une histoire, toute une ascendance qui se dessine. La prochaine étape nous emmène dans les montagnes d'Ossétie du Sud, sur les traces d'un ancêtre oublié, et jusque dans les laboratoires de génétique du XXIe siècle, où la science moderne va répondre, au moins en partie, à la question qui hante cette enquête depuis le début. Qui étaient vraiment les ancêtres de Soso ? Nous voici arrivés au cœur de l'énigme. Pour comprendre qui étaient vraiment les ancêtres de Soso, il faut maintenant quitter la Géorgie, longer la route du Caucase et s'enfoncer dans les montagnes d'Ossétie du Sud, vers le village de Gerdvis, un hameau perché dans les hauteurs, là où vivent depuis des siècles les descendants des Alains, ces cavaliers nomades qui régnaient sur les steppes du nord du Caucase, dans l'Antiquité et au Haut Moyen-Âge. C'est dans ce village, selon une tradition locale solidement documentée, que vivait au XIXe siècle un certain Zaza Gabriel, l'arrière-arrière-grand-père de l'enfant de Gori. La lignée est connue. Zaza Gabriel, puis Johann, puis Bissarion, puis Bessa, ce même Bissarion que la ville appelait Bessa le Fou, et qui, dans les registres officiels, est devenu le père officiel de Soso. Les historiens ossètes, qui ont réouvert ces dossiers dans les années 90, après la chute de l'URSS et l'ouverture des archives, ont pu reconstituer cette chaîne en croisant les registres paroissiaux, les documents de l'administration tsariste locale, les archives des villages de migrants et les témoignages oraux transmis de génération en génération. En 1995, un ouvrage de référence est publié à Tskinvali, capitale de l'Ossétie du Sud, qui expose pour la première fois au grand public cette généalogie. Le livre fait sensation, parce qu'il propose une lecture entièrement nouvelle d'un personnage que l'on croyait connaître par cœur. Pourquoi cette famille, enracinée dans les montagnes ossètes, portait-elle un nom à consonance géorgienne ? La réponse est à la fois simple et révélatrice. Tout au long du XIXe siècle, les Ossètes qui s'installaient dans les territoires administrés par la Géorgie, ou dont les villages se trouvaient progressivement intégrés aux frontières géorgiennes, subissaient un processus d'assimilation linguistique et administrative. Leur nom de famille était transformé par l'ajout du suffixe géorgien « chvili » qui signifie « fils de ».
Les Dzugaev devenaient Djougachvili. Les Kachiev devenaient Kachishvili. Les TDF devenaient Tedieishvili. Et ce pour des raisons multiples, dont certaines étaient purement pratiques. Les scribes des villages reculés, souvent mal formés, ne savaient pas transcrire correctement les noms ossètes en caractères géorgiens. Les autorités locales encourageaient, sans toujours l'avouer, une assimilation qui facilitait la collecte de l'impôt, le recensement, la conscription. Pour les familles elles-mêmes, porter un nom à consonance géorgienne ouvrait plus facilement les portes des clients, des employeurs, des fonctionnaires. C'était, en quelque sorte, un passeport de survie sociale. L'opération n'avait rien d'exceptionnel. Elle concernait des centaines, peut-être des milliers de familles dans tout le Caucase central. Mais appliquée au cas qui nous intéresse, elle prend une toute autre dimension. Car l'homme qui naîtra de cette lignée métissée, à la frontière de plusieurs mondes, deviendra l'un des dirigeants les plus puissants de l'histoire, et son identité ethnique deviendra un enjeu politique majeur. À ces premiers indices archivistiques s'ajoute un témoignage souvent cité, celui de l'académicien géorgien Gueorgui Leonidze, directeur du musée de Tbilissi. Selon ses propres déclarations, Leonidze a étudié pendant des années les documents disponibles, interrogé les anciens de Gori et des villages environnants, et analysé les registres métriques conservés dans les églises de la région. Il affirmait détenir de nombreuses pièces accablantes, dont une particulièrement spectaculaire. Dans l'une des fiches d'enquête remplies par le futur dirigeant dans sa jeunesse, à la question « nationalité », il aurait écrit lui-même le mot « ossète ». L'original, toujours selon Leonidze, aurait été arraché par lui-même du dossier d'archives, à une époque où ses collègues ne le croyaient pas et exigeaient des preuves. Le document, depuis, s'est perdu. Il est impossible de vérifier cette affirmation. Mais le simple fait qu'un académicien reconnu ait prétendu détenir une telle pièce et l'avoir vue disparaître dans des circonstances étranges suffit à entretenir le doute. Vient ensuite l'étape décisive, celle qui a permis à la science moderne de trancher, au moins partiellement, le débat. Au début du XXIe siècle, les progrès de la généalogie génétique ont ouvert un champ d'investigation totalement nouveau. Le problème était évident. Il était impossible de prélever de l'ADN sur le corps du dirigeant lui-même. Son corps avait été incinéré, ses cendres enterrées, et aucun échantillon biologique n'avait été conservé. La solution est venue d'une particularité fondamentale de la génétique, le chromosome Y, transmis de père en fils pratiquement sans modification, permet de remonter la lignée masculine directe sur des dizaines de générations. Il suffisait donc de retrouver un descendant direct par la lignée paternelle, et de comparer son chromosome Y à celui d'autres populations. C'est précisément ce qu'a fait une équipe dirigée par le professeur Anatoly Kliosov, l'un des fondateurs de la génétique généalogie, un scientifique de réputation internationale dont la méthode d'analyse des haplotypes du chromosome Y a permis de déterminer l'origine ethnique d'un individu à partir d'un simple prélèvement buccal. Le descendant choisi pour cette étude est un homme discret, cultivé, qui a accepté de collaborer à l'enquête en toute transparence. Il s'agit d'Alexandre Vassilievitch Bourdonsky, né en 1941, petit-fils par la lignée paternelle du dirigeant, fils de Vassili Staline, lui-même metteur en scène de théâtre, acteur, artiste émérite de la Fédération de Russie. C'est, parmi tous les descendants, le seul qui ait accepté publiquement sa parenté avec le chef disparu. Le prélèvement est réalisé par un simple frottis de l'intérieur de la joue, puis analysé en laboratoire. Le résultat est sans ambiguïté. Alexandre Bourdonsky, et donc son grand-père paternel, appartient à l'aplogroupe G2A. Or, la répartition de cet haplogroupe dans les populations du Caucase est très inégale. Chez les Ossètes du Nord, plus de 60% de la population masculine porte cette signature génétique. Chez les Géorgiens, le chiffre tombe à environ 20%. Chez les Abkhazes et les Adygués, il se situe entre 20 et 40%. L'analyse plus fine de l'haplotype, c'est-à-dire la séquence précise des marqueurs du chromosome Y, a permis au professeur Kliosov de rédiger une conclusion sans appel. Malgré le fait que le futur dirigeant soit né dans la ville géorgienne de Gori,
ses racines ancestrales se trouvent en Ossétie. Il présente un haplotype typiquement ossète, appartenant à un vaste cluster d'haplotypes ossètes. Génétiquement, il est ossète et non géorgien. La coïncidence entre les archives des années 90 et les résultats de la génétique est troublante. Deux méthodes indépendantes, l'une fondée sur les documents historiques et linguistiques, l'autre sur la biologie moléculaire, convergent vers la même conclusion. L'aplogroupe G2A est par ailleurs l'un des plus anciens lignages d'Eurasie. On le retrouve chez Otzi, l'homme des glaces découvert dans les Alpes tyroliennes, mort il y a environ 5500 ans. Les porteurs de cette lignée seraient partis du Caucase et de la haute Mésopotamie il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, auraient peuplé l'Europe, puis auraient été partiellement refoulés il y a 4 à 5 000 ans, avant de revenir vers le Caucase par l'Asie mineure. Cette longue histoire explique la répartition actuelle du marqueur et l'ancienneté de la présence ossète dans la région. Elle n'est pas un détail anecdotique, elle replace l'histoire individuelle dans une temporalité bien plus large, celle des grandes migrations qui ont dessiné la carte génétique de l'humanité. L'apparence atypique de Soso, ses cheveux châtains, sa peau claire, ses taches de rousseur, prend alors un éclairage nouveau. Les Ossètes sont les héritiers directs des Alains, un peuple antique de langue iranienne. Par rapport aux autres peuples du sud du Caucase, ils présentent souvent des traits plus clairs, cheveux clairs, peau pâle, yeux parfois clairs, taches de rousseur. Ce sont précisément les caractéristiques que l'on retrouve chez Soso et plus tard chez sa fille Svetlana, dont les cheveux roux cuivrés et les yeux bleus ont tant intrigué les contemporains. La transmission n'est donc pas un mystère, elle est un héritage. Un dernier élément vient conforter cette lecture. Boris Koloyev, professeur d'oncologie, raconte dans un entretien une histoire qu'il tient du général Issa Piyev, 2 fois héros de l'Union soviétique, commandant de corps de cavalerie, lui-même ossète. Selon le général Piyev, lors d'entretiens privés, le dirigeant conversait avec lui en ossète, dans le dialecte koud, le dialecte des régions montagneuses du sud de l'Ossétie, d'où étaient précisément originaires les ancêtres Djougashvili. Il s'exprimait avec aisance, fluidité, comprenant toutes les nuances. Comment avait-il appris ce dialecte précis ? Probablement dans l'enfance, par sa mère ou sa grand-mère, qui se souvenait de la langue des ancêtres. Gori, à la fin du XIXe siècle, comptait encore quelques familles ossètes, et la mémoire linguistique, dans ces montagnes, se transmettait de génération en génération, même après des décennies d'assimilation. Enfin, le prénom lui-même mérite une remarque. Soso est bien sûr le diminutif affectueux d'Iosif. Mais il évoque aussi, par sa consonance, un nom fameux de la tradition ossète, Soslan, héros du Nartskié, le plus ancien cycle épique ossète. Soslan, c'est le nom composé de sos, qui signifie granit en ossète, et du suffixe lan, soit le jeune homme de granit, celui qui est dur comme la pierre. Dans le Nartskié, Soslan naît d'un rocher, est forgé dans le feu de la forge du forgeron Kourdadjikton, devient un guerrier invincible, incarnation du dieu solaire, symbole de la force, du courage, d'une volonté qui ne plie jamais. Le prénom n'a probablement pas été choisi en référence à cet univers, mais il résonne avec lui d'une manière étrange, presque prémonitoire, pour un enfant qui allait devenir l'un des hommes les plus inflexibles du XXe siècle. Au terme de cette enquête, une image se dessine, avec ses zones d'ombre et ses zones de lumière. La famille Djougashvili était, selon toute vraisemblance, d'origine ossète. Ses ancêtres venaient des montagnes du sud de l'Ossétie, du village de Gerdvis. Au fil du XIXe siècle, ils s'étaient assimilés à la société géorgienne, avaient transformé leur nom selon les usages locaux, avaient épousé des Géorgiens, parlé géorgien, vécu comme géorgiens. Mais ils n'avaient pas effacé leur génome. La génétique, comme l'a montré l'étude du chromosome Y, conserve une mémoire bien plus fidèle que les registres d'état civil. Le résultat n'est pas une révélation fracassante.
Ce n'est pas un complot démasqué, ni un scandale caché. C'est simplement une vérité, historique, restaurée par la conjonction des archives, de la linguistique et de la science moderne. Une histoire typique du Caucase, où les identités ethniques ont toujours été souples, poreuses, négociées. Une histoire qui rappelle que, derrière les mythes construits par le pouvoir, derrière les biographies officielles et les dates soigneusement rectifiées, il y a toujours des hommes et des femmes de chair, nés dans des villages de poussière, parlant plusieurs langues, portant dans leurs veines le souvenir de dizaines de générations. Soso est devenu celui que le monde entier connaît sous un autre nom. Mais Soso, l'enfant aux cheveux châtains et aux taches de rousseur, le garçon battu par son père, nourri par sa mère, humilié par ses camarades, est toujours là, quelque part, dans les archives, dans les chromosomes, dans la mémoire des montagnes d'Ossétie. Et c'est à ce Soso-là, plus qu'à l'homme qui l'a remplacé, que cette enquête voulait rendre, modestement, un peu de sa vérité.